21h au Cameroun, peuple d'Afrique, bonsoir. Quel plaisir de vous retrouver depuis Brazzaville, depuis Lomé, depuis Abidjan, depuis Montréal, depuis Paris, pour votre programme exclusivement panafricaniste sur Info TV. Ce soir, j'espère la grâce des yeux des ancêtres qui vous habitent pour justement continuer à parler de notre continent, l'Afrique, l'Afrique en miniature, le Cameroun. Nous y reviendrons. Nous parlerons aussi de l'Afrique, celle de l'Ouest, avec ces 46 soldats ivoiriens qui ont été libérés par la junte au pouvoir au Mali. Nous avons les révélations, nous avons l'actualité, nous avons des certitudes sur quelques faits qui ont conduit à cette libération. Nous avons aussi cette question majeure, centrale que nous nous posons sur ce plateau de Touline d'Afrique ce soir. Est-ce que le président Assimi Goïta a cédé à la pression? Nous attendons vos contributions, nous attendons vos réactions, nous attendons vos informations, parce que cette tribune est vôtre. C'est vous qui faites l'émission, bien évidemment, en notre compagnie et sous la supervision et la modération de ceux que vous connaissez déjà et peut-être ceux que vous ne connaissez pas. Lorsque nous aurons quitté les turpitudes de West africain, nous reviendrons sur le Cameroun. Sur le Cameroun, nous parlerons de ce leitmotiv qui s'affiche désormais en grandeur nature. Et oui, le président Paul Biya, du haut de sa tribune, de son allocution au peuple camerounais ce 31 décembre 2022, a sifflé la fin d'une récréation, la fin de la corruption au Cameroun. Et il a précisé que ceux-là qui avaient pris pour habitude de s'amuser avec les fonds publics vont désormais rendre gorge. Il a précisé aussi que ça faisait un moment que lui, Paul Biya, en parlait, que lui, Paul Biya, avertissait, mais que cette fois-ci, c'était la bonne, que la lutte contre la corruption allait revenir de la façon la plus tenace, la plus vorace. Il ne va pas revenir sur l'épervier qui fait peur dans le sérail. Nous allons parler avec pour point marqueur deux affaires. Affaire Glencore et surtout affaire d'Olembe qui n'en finit plus de nous révéler son taux de scandale, son lot de scandale avec tous ces milliards qui sont désormais partis en fumée. Les Camerounais pleurent à chaudes larmes. Ce complexe jamais fini, ce stade jamais achevé, cet hôtel annoncé mais qui visiblement tarde à sortir les fonds baptismaux. Nous en parlons en formule majeure ce soir. Et pour ce faire, comme de coutume, nous allons prendre la traditionnelle respiration avant bien évidemment la présentation de ceux que vous connaissez, mais et ceux justement que vous ne connaissez pas. À tout de suite. Retour sur le plateau de Touline d'Afrique. Ce soir, nous allons parler comme prévu de cette deux affaires. L'affaire malienne et ses soldats, 46 pour être précis, qui ont regagné leur famille du côté d'Abidjan. Et aussi, comme annoncé, nous parlerons de cette déclaration solennelle du chef d'État camerounais qui siffle la fin de la corruption dans son pays. Et pour ce faire, nous sommes en compagnie de la jeune garde du panafricanisme au Cameroun, et le tout premier que je présente, que vous connaissez déjà certainement sous d'autres casquettes, est juriste de formation. Il s'appelle Jacques Léonce Awono, à qui j'ai dit bonsoir et bienvenue. Bonsoir Stéphane, bonsoir aux copanélistes. Merci pour cette invitation. C'est vrai que c'est une première dans cette haute émission. J'en ai déjà participé à plusieurs dans cette très belle télévision. Merci pour cette première invitation. Je dis très bonne année 2023 aux panafricanistes, aux Africains en général. Je dis particulièrement très bonne année 2023 aux Camerounais qui, comme vous le saviez bien, de plus en plus tirent déjà par la peau, ce n'est plus évident du tout. On a serré les ceintures, les reins sont déjà en train de se couper, ce n'est plus évident. Donc, je leur souhaite de tenir bon et que les jours prochains s'annoncent encore plus durs. Merci pour cette invitation. Merci Jacques Léonce pour vos souhaits pour le peuple camerounais. C'est vrai que la situation s'annonce un tout petit peu délicate pour ce qui concerne l'année 2023 dans notre pays. Les prévisions ne sont pas très bonnes, mais nous espérons, avec l'aide du Seigneur et de nos ancêtres, bien évidemment, pouvoir subjuguer ces annonces qui font véritablement craindre le pire dans notre pays, le Cameroun. Je poursuis les présentations avec, tout à ma gauche, un nationaliste. Il va vous dire s'il se reconnaît panafricaniste. Lui, c'est Roland Parfait Baudé, à qui je dis bonsoir. Bonsoir Stéphane, merci.
de l'invitation. C'est un plaisir pour l'Union des populations du Cameroun. Je profite de cette occasion de dire bonne année aux populations du Cameroun. Je voudrais remercier Info TV pour la confiance qu'elle ne cesse de manifester à l'endroit des populations du Cameroun et de l'Union des populations du Cameroun. Merci Stéphane. Un bonsoir à mes copanélistes. Merci Roland Parfait et Baudé pour ces mots chaleureux de l'Union des populations du Cameroun, dont vous êtes un cadre, je tiens à le préciser. Mais vous ne nous avez pas dit, est-ce qu'être nationaliste fait de vous automatiquement panafricaniste? C'est deux concepts, deux idéologies. Vous vous reconnaissez dans les deux, ou alors vous excluez l'une en approuvant l'autre? Je vais avouer que la frontière n'est pas trop grande. La frontière n'est pas trop grande. Et j'ai beaucoup de mes camarades qui aiment bien, je vous cite en l'occurrence le combattant Bois Massok, oui. Bonsoir, qui est un panafricaniste et qui aime bien s'identifier comme ça. Vous voyez donc que la frontière n'est pas trop matérialisée. Ça fait donc que nous pouvons nous retrouver dans l'un ou dans l'autre sans trop de gêne. Sans trop de gêne, je m'en vais faire le devoir qui est le mien de conclure les présentations de ce soir avec un maillon fort, un pilier essentiel de la réflexion panafricaniste sur ce plateau. Patrick Sapak, vous êtes attendu, vous êtes là. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir, à la pointe de votre savoir-faire, Stéphane Barga, qui continue d'enfler jour après jour, temps après temps, et surtout épisode après épisode. Bonjour ou bonsoir aux frères co-consultants qui vont croiser le verbe avec moi ce soir justement pour apporter les lucioles à la compréhension des méandres des rouages intimes qui hantent la vie de l'Afrique en permanence sans qu'elle-même ne soit impliquée. Et donc bonsoir aux techniciens qui rendent encore techniquement possible justement cette plateforme tribunicienne télévisée sur Info Télévision. Et bonsoir à l'Afrique, bonsoir au monde. C'est toujours un plaisir de revenir justement pour apporter tous ces éléments pour que l'Afrique puisse construire son existence. Et je rappelle justement que exister, c'est compter, c'est être important, c'est avoir la capacité de réagir lorsque l'adversaire a agi. Donc ça, ce sont des éléments qui manquent encore cruellement à l'Afrique, qu'il faut absolument construire, conquérir, afin justement de défendre notre continent, parce que Kulinda Africa, en termes de concept, va dans le sens sémantique de la protection du continent. Mais avant la protection, il faudra d'abord conquérir la liberté, parce que la liberté, c'est elle qui nous donne les éléments perfuseurs et permissifs justement de construire n'importe quelle protection. Merci à vous, Patrick Sapak, pour ce déroulé qui rappelle les fondamentaux de ce programme qui est le vôtre. Mesdames, Messieurs, vous avez la possibilité de pouvoir vous exprimer à travers le numéro qui s'affiche au bas de votre petit écran, parce que justement, nous avons fait de vos réactions, de vos contributions, un leitmotiv sur Kulinda Africa. Cette émission vous appartient de par l'Afrique et de par le monde. Une fois que je l'ai dit, nous allons, avec vous, Jacques-Léon Savon, revenir sur cette actualité qui fait la une de la sous-région ouest-africaine avec ces 46 soldats maliens, 46 soldats ivoiriens qui ont été libérés du côté de Bamako au Mali. C'est vrai que la tension enflait entre les deux pays. C'est vrai que le président Faure Gnassingbé du Togo a proposé ses bons services en termes de médiation pour convaincre le chef Assimi Goïta de libérer les soldats ivoiriens qui, précisons-le, étaient retenus depuis le 10 juillet 2022 par les forces armées maliennes. Alors, comment est-ce que vous, en tant qu'Africain, vous avez accueilli cette libération? Oui, en tant qu'Africain, je n'ai pas été beaucoup surpris parce que je m'attendais à ce dénouement. Parce que lorsque... c'est vrai que le président togolais Faure Gnassingbé était en avant, mais quand même tous les chefs d'État ouest-africains étaient presque unanimes sur le fait qu'il fallait absolument que les soldats ivoiriens soient libérés au Mali. Donc c'est un dénouement qui ne m'a pas beaucoup surpris. Oui. Sauf que j'ai quand même apprécié le tact avec lequel la junte, entre guillemets, pour ne pas dire Assimi Goïta, a pris la chose. C'est-à-dire que ce n'est pas
il n'a pas pris la chose comme tout le monde attendait. C'est-à-dire que c'est vraiment avec beaucoup de tact qu'il a pris la chose. Vous voyez, il a d'abord permis à la justice de faire son travail. Oui. Avant d'user de son pouvoir de chef d'État pour pouvoir gracier les militaires ivoiriens. Donc, moi, ce que j'ai appris, c'est cette procédure de M. Assimi Goïta. Ça démontre encore une fois de plus que c'est un vrai Africain sur lequel les Africains, les panafricanistes devraient se reconnaître. Parce que voilà quand même quelqu'un qui assume sa posture. Il ne cède pas au petit chantage. Il assume sa posture, il procède de manière légale. Ce n'est pas... Qu'est-ce que vous répondez à ceux qui estiment qu'il aurait libéré ces soldats ivoiriens sous la contrainte et sous la pression? Parce que, précisons-le, ils avaient été condamnés à 20 ans de réclusion chacun pour les faits qui leur étaient reprochés. C'est pour ça que je parle de procédure. C'est-à-dire que c'est un monsieur qui a d'abord permis à la justice malienne de faire son travail. C'est-à-dire condamner les militaires ivoiriens. Après, il a donc utilisé son pouvoir de chef d'État pour pouvoir gracier ces militaires. C'est pour ça que je parle de procédure. Oui. Ça aurait pu se passer autrement si ça avait été un chef d'État frileux, un chef d'État, on en connaît, qui parfois cède au petit chantage, qui vient et puis il libère tout de suite. Mais c'est un monsieur qui est resté droit dans ses bottes, qui a permis à la suite de son pays, et c'est comme ça qu'on aimerait voir l'Afrique se présenter. C'est-à-dire une Afrique qui permet quand même aux autres pays du monde entier de croire que nous pouvons encore procéder comme les autres. C'est-à-dire que nous donnons les pleins pouvoirs au pouvoir judiciaire. Voilà quand même, monsieur, à contrario de ce qui se passe dans notre pays, le Cameroun, on a quand même l'impression que la justice là-bas n'est pas trop sous les ailes du pouvoir exécutif. Oui, parce que la justice là-bas a fait son travail. La justice a condamné les militaires ivoiriens. Maintenant, le chef de l'État, Assimi Goïta, du haut de son pouvoir, a gracié les militaires. C'est une procédure légale et normale. Donc, je crois que c'est ça qu'il faut apprécier sur la chose. Il faut apprécier le fait que c'est un monsieur qui n'est pas du coup tombé sur les pressions qui viennent de partout. Vous savez que quand je parle de chef d'État ouest-africain, vous voyez tout de suite qui est derrière. Là, je ne vois pas. Vous refusez de voir peut-être, mais vous savez que c'est cette France parasite-là qui ne cesse de manipuler nos chefs d'État ouest-africains qui parfois croient que leur légitimité venait de la France, alors que ce n'est pas le cas. Donc, lorsque vous voyez que pratiquement tous les chefs d'État ouest-africains est au front pour demander au Mali de libérer les militaires ivoiriens, ce n'est pas anodin, c'est que la France qui les tient pratiquement, et vous savez ce que est la France pour la Côte d'Ivoire. C'est pratiquement le carburant d'un véhicule qui s'appelle Côte d'Ivoire. Donc, pour moi, c'est cette France parasite qui mettait la pression pour que finalement les militaires ivoiriens soient de facto libérés. Mais sauf que je continue d'apprécier la posture panafricaniste et même républicaine de M. Assimi Goïta. C'est un monsieur qui mérite notre respect parce qu'il a usé de son pouvoir, il n'a pas cédé au chantage, il a permis à la justice, il a donné les pleins pouvoirs. C'est ce qu'on demande parfois à nos chefs d'État africains. Démontrer aux gens que nos justices peuvent être indépendantes. On peut, en tant que chef d'État, permettre à la justice de faire son travail sans pouvoir s'immiscer dans le pouvoir judiciaire. Voilà pour ceux qui ne s'est pas mixé. Il a permis à la justice de faire son travail après il a usé de son pouvoir de grâce pour pouvoir gracier les militaires ivoiriens. Donc je crois que c'est ce qu'il faut apprécier sur l'affaire. La posture des républicains, la posture de panafricanistes de M. Assimi Goïta. Merci Jacques Léonce pour cette première contribution à cette réflexion qui justement nous amène du côté de Roland Parfait-Baudet, à qui je pose la question, celle-là qui est de savoir, nous avons véritablement vu la sous-région ouest-africaine être en difficulté, embarrassée par cette affaire de ces militaires ivoiriens retenus du côté de Bamako. On a vu les difficultés qui étaient celles de certains ténors de cette sous-région à faire plier le colonel Assimi Goïta, mais au finish, on peut se féliciter quand même que le colonel ait cédé à ses appels en termes de fraternité qui sont venus d'Abidjan, qui sont venus de Lomé, qui sont venus de Conakry, pour qu'un semblant de cohésion
continue dans cette sous-région-là. Est-ce qu'il pouvait en être autrement? Est-ce que ces militaires ivoiriens vont être retenus indéfiniment et véritablement faire les peines de 20 ans qui leur étaient assujettis? Stéphane, je voudrais d'abord jeter un coup d'œil dans le rétroviseur et faire un peu une chronologie de l'évolution de cette situation-là. Oui, allez-y. Je voudrais rappeler ici que dès le lendemain de l'arrestation des 49 militaires ivoiriens au Mali, le président Ouattara avait appelé à une libération sans délai de ces militaires. Absolument. Et son Excellence Assimi Goïta n'avait pas cédé. Le 26 septembre, c'était au tour du secrétaire général des Nations Unies, M. Gutiérrez, qui avait appelé à la libération. Et son Excellence Assimi Goïta n'avait pas été au courant de cet appel. Le 28 septembre, c'est le ministre des Relations extérieures français, Darmanin, qui avait parlé de prise d'otages, dont les militaires ivoiriens étaient en otage au Mali. Le 29 septembre, vous voyez un peu, ça se suit, on comprend qu'il y a eu une concertation et chacun joue un rôle. Et le 29 septembre, c'est une mission de haut niveau de la CEDEAO qui se déplace au Mali. Et le pouvoir malien reste droit sur ses bottes. Bon, maintenant, il y a eu les assises de la CEDEAO en début décembre qui avaient laissé un délai du 1er janvier. S'il n'était pas libéré, d'abord le Mali s'exposait aux sanctions économiques ou à l'embargo, et même l'intervention n'avait pas été exclue. À Abuja. À Abuja, bien sûr, c'est Abuja au Nigeria. L'intervention militaire n'était pas exclue de toutes les mesures qui pouvaient accompagner la volonté ferme de l'Afrique de l'Ouest de libérer les militaires ivoiriens. Je voudrais aussi vous rappeler que, néanmoins, entre-temps, la CEDEAO avait levé quelques sanctions, dont l'embargo économique et financier. Bon, vous comprenez donc que son Excellence Assimi Goïta avait marqué des points. Elle a marqué des points. Fait 6 mois hors de votre territoire, embastillé, loin de vos épouses, loin de vos enfants, loin de vos frères et de vos sœurs. Vraiment, c'est quelque chose de difficile. Donc, Assimi Goïta, moi je voudrais dire que cette arrestation lui a servi de tremplin pour asseoir son autorité, pour asseoir son pouvoir, pour dire dorénavant, nous traitons d'égal à égal. Il n'y a pas question de domination, il n'est pas question que je sois sous la dictature d'un autre pays qui est le mien. Mais ce garçon, quand je le vois, il me rappelle un peu mes pères fondateurs. Je voudrais penser au camarade Émile, le président Ernest Ouandié, le président Félix Moumié et le secrétaire général Ruben Oumniobé. Quand je vois ce garçon, je crois que ce garçon a longtemps étudié dans cette école. Bien sûr. Et je suis convaincu que s'il y en a 5, 7, 8, 9, 10 comme lui, l'Afrique marquera un point vers sa libération totale. Absolument. Merci, Roland Parfait et Baudé. Alors, je me tourne vers vous, Patrick Sapak. Je voudrais qu'on vide une fois pour toutes cette polémique qui visait à nous faire croire que ces soldats qu'on qualifiait d'Ivoiriens, ou alors qu'on qualifie d'Ivoiriens, qui ont été accueillis même par le président Alassane Dramane Ouattara à leur descente d'avion, qui sont effectivement Ivoiriens. Parce que des rumeurs et des soupçons nous faisaient comprendre que c'était juste des Ivoiriens avec des nationalités fraîchement acquises. Qui sont-ils, ce qu'on a vu au bas de la passerelle, Patrick Sapak? Pas du tout des soldats. Il faut que ce soit bien clair pour tout le monde. Ce sont des mercenaires partis du Libéria, de Sierra Leone et
de toute cette zone sahélo-saharienne qui est le réceptacle justement de la préparation de ceux qui doivent créer l'incertitude partout ailleurs en Afrique, dans toutes les zones où on a connu toutes ces incertitudes-là. Maintenant, c'est bien que le grand frère Ibodé est étalé sur le plan calendaire, justement la pression que ces gens voulaient mettre sur Assimi Goïta pour indiquer 2 choses. La première, c'est le flegme, le calme d'un homme d'État. Je voudrais également rectifier à l'entame le terme junte. Ce n'est pas une junte au Mali. Pas une junte. Je l'ai dit la dernière fois. Les termes utilisés par les bandits internationaux, nous devons faire l'effort d'éviter de les répéter sur nos tribunes. Parce que comme il parle de coup d'État au Mali, double coup d'État en 1 an, ce n'est pas un coup d'État. Assimi Goïta était dans une option rectificative d'une situation qui a été acceptée par le peuple malien et puis répercutée aux militaires parce que le peuple malien voulait que les militaires les accompagnent parce que c'est eux qui ont présenté leur poitrine devant les Kalachnikov pour se débarrasser des mailles de Ibeka. Donc, c'est à ce moment-là que Bandao et Mortawan ont eu la responsabilité de remettre sur rail justement tout ce que Ibeka avait commis de cauchemardesque sur l'espace malien. Maintenant qu'ils sont allés vendre cette révolution au niveau de l'Élysée, après avoir dissous le comité du salut du peuple malien qui a été formé justement pour porter cette démarche-là, eh bien, Assimi Goïta est arrivé pour mettre un terme à la distorsion justement de cette orientation qui avait été arrêtée par tout le monde. En demandant à Bandao et Mortawan de se mettre de côté et de remettre les gars sur quelque chose qui a été retenu avec le sentiment du peuple malien. Alors, ce n'est donc pas une junte là-bas, c'est un pouvoir légitime et légitimé par la masse populaire. Et je pense que si on mène une enquête profonde sur la légitimité des chefs d'État sur le continent africain, je crois que Assimi Goïta sera parmi les 2 premiers. Première chose. Et donc, je disais qu'il y avait 2 lectures. Un homme d'État qui a le calme et qui a la parfaite connaissance de ce qu'il est arrivé faire à la tête du Mali. C'est-à-dire qu'il n'arrivait pas en se demandant ce qu'il devait faire, il savait ce qu'il fallait faire. C'est pour ça que ce n'est pas un énième lot de pression. Il a subi toutes les pressions que vous savez. Par rapport à l'exclusion qui est arrivée, qui s'est métastasée au niveau de l'Algérie, l'exclusion de la zone aérienne à la France, qui devait descendre là-bas, et les pressions de la CEDEAO elle-même, qui a commis ces randoms-là, des négociateurs qui ne sont pas aussi légitimes, parce que Eyadema, qui a porté cette affaire-là, n'a aucune légitimité au Togo. Ouattara, qui parle de histoires à gauche à droite, n'a aucune légitimité en Côte d'Ivoire. Mais ils ont des légalités mises en place par des sécurocraties qui sont mises en place pour pouvoir être en désaccord avec le désaccord de manière permanente de leur peuple. Donc c'est pour ça qu'ils ont le pouvoir. Alors Assimi Goïta, c'est quelqu'un qui jouit de la légitimité de son peuple. Et donc il a montré tout le flegme qui s'imposait dans cette direction-là. Et quand on a abouti donc à cet épisode, les pressions arrivent à gauche, à droite, on lui dit on va à l'extension, c'est aller à gauche, c'est aller à droite. La France elle-même, vous l'avez dit dans votre propos d'entame, signale qu'il faut absolument, il y a des prises d'otages, mais c'est des mercenaires, c'est pas des soldats. Et justement, il y a des usages, Stéphane Barga, lorsque on doit s'intégrer dans une mission onusienne, notamment la MINUSCA pour le cas du Mali, eh bien, il faut envoyer une correspondance au ministère des Relations extérieures pour notifier qu'on va envoyer un contingent qui va aller rejoindre celui qui est déjà sur place afin que l'État puisse prendre toutes les dispositions pour diligenter l'opération à partir de l'aéroport jusqu'au site, justement, qui abrite la MINUSMA. Eh bien, ceci n'a pas été fait. Ils sont arrivés en embuscade à l'aéroport de Bamako. Lorsqu'on contrôle les identités, on trouve que ce sont des médecins, ce sont des charpentiers, ce sont des gens comme ça, mais avec la nationalité ivoirienne. Alors, toute la raison, ce 10 juillet 2022 était établie que ce n'étaient pas des soldats qui devaient aller dans cette mission onusienne. Et je rappelle que 2 mois avant, Ouattara, des câbles de communication ont été livrés, où il signalait que le Mali n'allait pas être capable de payer les fonctionnaires dans 2 mois. C'était justement par rapport à toute cette bourrasque-là. Alors, rassemblé donc avec tous ces éléments, eh bien, Assimi Goïta a demandé la justice. Et c'est le frère Aron qui l'expliquait tout à l'heure, de faire son travail. Alors, ils ont fait leur travail, et ils ont condamné au mois du mois d'août, pour attentat à la sécurité extérieure de l'État, et intérieure d'un État. Alors, ils ont été condamnés à 20 ans, vous l'avez dit, et on a laissé courir l'affaire. Les pressions ont continué, Assimi Goïta est resté flegmatique,
jusqu'à ce qu'on mette en place dans ce comité. Mais Assimi Goïta, la deuxième leçon, il a produit, c'est pour dire à Ouattara, me fie-toi, puisque lui là-bas, c'est le dangereux acteur, qui est l'ami de ces brigands internationaux, notamment la France, puisque c'est une coalition ivoiro-française qui a préparé ces mercenaires-là pour arriver au Mali, mettre le Mali en difficulté, parce qu'Assimi Goïta n'était pas dans leur corde. Je rappelle qu'Assimi Goïta n'a pas été formé par la France. Il a été en Allemagne, et puis il est très jeune, il sait très bien quels sont les contours qui embarquent souvent ces déploiements de ces brigands internationaux sur notre continent. Alors, il a dit, vous attendez, la France a fait tout ceci. Maintenant que les gars arrivent, vraiment pardon. Parce que Ouattara a commencé à faire cette approche-là. Après le mois de septembre, après ce que le grand Ebodé disait tout à l'heure, il a commencé à faire l'approche pour reconnaître justement que il s'était mal ramassé dans cette affaire. Voilà, c'est tout ça qui amène Assimi Goïta à regarder ces gens, lamentablement, qui viennent faire le pied de grue devant lui, afin qu'il libère des gens dont la détention pourrait créer des choses. Peut-être même que ces gens étant en détention là-bas, étaient en danger pour ces commanditaires, parce qu'ils pouvaient commencer à parler. Si on leur mettait la pression, une certaine pression, ils pouvaient commencer à dire, bon, voici ce qui s'est passé, nous sommes ici parce que. Donc, il fallait éviter ça, ce suicide-là. Alors, c'est pour ça qu'Assimi Goïta ne voulait pas trop laisser ces gars dans le propre. Il a décidé, en tant que chef d'État, d'utiliser son droit de grâce sur les 20 ans qui avait été fort opportunément porté sur ces bandits-là, pour dire, bon, écoutez, vous allez les prendre, mais sachez que ce sera la dernière fois. Donc, la prochaine, le Mali est un pays souverain, et l'indépendance, c'est l'auto-administration d'un peuple par lui-même, en considération de ses seuls intérêts. C'est la pleine capacité, la pleine responsabilité de l'information, d'organisation, de décision, d'action, d'évaluation, de contrôle et de sanctions. Ce sont les manettes de la gestion d'une république. Et Assimi Goïta les a, ces manettes-là, et il a fait savoir donc d'abord à cette CEDEAO qui a la remorque de l'Union africaine, elle-même vide de tout sens, parce qu'elle est perfusée financièrement à concurrence de 65% par l'Union européenne, dont elle a la remorque de toutes les indications données par l'Union européenne, mais embarquée justement par le tutorat français dans cette direction. Alors, il leur a dit, écoutez, la prochaine fois, ça peut aller très mal. Donc il faudrait que Ouattara se ravise avec ce rôle très mauvais qu'il joue au niveau d'Afrique de l'Ouest, parce que Blaise Cérial, qui le comparait, a joué ce rôle pendant longtemps, et on sait là où il est aujourd'hui. Donc voilà la lecture qu'il faut faire avec cette affaire-là. Remercier le panafricanisme, le nationalisme d'Assimi Goïta, qui n'est pas arrivé là pour faire de l'amusement, parce que le peuple malien a besoin de quelqu'un comme ça pour le remettre sur les rails normaux. Après tout ce qu'on a connu avec Ibeka, près de 7000 morts dans le Mali, sans compter qu'on a eu pratiquement 17 000 morts dans tout le Sahel, avec toute cette bourrasque qui a été créée et dont j'ai expliqué la trajectoire. Et les mobiles, depuis l'arrivée d'Obama et de Sarkozy au pouvoir, avec ce projet de reconfiguration de la zone sahélo-saharienne, mais surtout de l'élimination de Kadhafi, qui portait un chantier de l'existence africaine. Donc il fallait d'abord l'éliminer, on a utilisé le Mali, il fallait redomestiquer, on a créé Barkhane, et puis Serval, et puis finalement le G5 Sahel, des bêtises comme ça nous a fait 7000 morts. Et donc aujourd'hui, le Mali doit se remettre sur ses rails, et il n'y a personne qui viendra dire à Assimi Goïta comment diriger le Mali, et surtout pas ceux qui sont spécialisés justement dans les troisième mandats. Et ça a été dit à l'Assemblée des Nations Unies. Merci Patrick Sapak. Alors, Jacques Léonce, je poursuis avec vous, et on va faire un dernier tour de table sur cette libération des militaires jusqu'ici ivoiriens qui ont retrouvé Abidjan et qui ont été accueillis par le président Alassane Dramane Ouattara. Alors, aujourd'hui que le président Goïta a montré de quoi il était capable, il a montré qu'il est garçon, comme on dit justement en Côte d'Ivoire. Quelle peut être désormais la place du Mali? Parce que l'on sait, et c'était ça le grand danger, que le Mali ne soit un caillou dans la chaussure ouest-africaine qui a une certaine inclinaison. Je précise qu'à l'heure actuelle, il n'y a pas d'ambassadeur français au Mali. Le Mali voudrait avoir la pleine possession de sa souveraineté. On sait toutes les difficultés que le président Goïta a avec certaines capitales en Occident. Est-ce qu'il pourra tenir dans cette posture résolument panafricaine, dans cette posture souverainiste, dans cette posture d'autodétermination du peuple malien vis-à-vis de toutes les contingences ouest-africaines guidées parfois par des intérêts et des lobbies occidentaux? Oui, Stéphane, je crois que ce dont nous sommes en train de parler, c'est déjà un début de réponse. Voilà quand même monsieur qui a tenu face à toute cette pression régionale et même internationale des bandits internationaux, comme les appelle mon frère Sapak. Donc, je crois que c'est un monsieur qui reste droit dans ses bottes, je l'ai dit.
Donc, je ne pense pas un seul instant qu'il pourra frémir, ou encore moins, il pourra se laisser influencer par ces bandits internationaux, encore moins par cette coalition, entre guillemets, des chefs d'État ouest-africains qui estiment encore que c'est la France qui doit décider de qui doit être président en Afrique. Donc, vous voyez ces gars de la CEDEAO qui pensent que oui, c'est la France qui décide de tout, c'est l'Union européenne qui donne l'argent et puis on est obligé de faire ce qu'ils veulent. Non, je crois que c'est un garçon, encore qu'il est jeune, c'est un garçon qui tient droit dans ses bottes. Je crois que et ça va bénéficier de beaucoup de soutien dans la zone ouest africaine. Beaucoup de capital le regardent avec un œil suspect, pour rester poli. Assimi Goïta, ces jeunes et ces millions officiers qui arrivent, qui n'a pas les codes de diplomatie conventionnelle, il semble être assez iconoclaste dans cette démarche politique, assez fou même pour se mettre à dos une certaine frange de la communauté internationale. Justement, ces révolutionnaires qui arrivent là pour libérer, pour sauver, parfois ne se trompent-ils pas de combat tout simplement? Absolument pas. Il n'est pas en train de se tromper. Au contraire, il démontre la voie sur les Africains. Je crois que c'est cette voie-là que nous, Africains, nous devrons emprunter. Mon grand frère Baudel l'a dit. C'est un enfant qui a été à l'école des pères fondateurs du nationalisme africain. Pour être au Cameroun, on allait au Mouabé. Si on avait suivi ces messieurs, je crois qu'on ne serait pas là où nous sommes là aujourd'hui. Oui. Donc je crois que il est en train de vouloir faire renaître cette flamme nationaliste qui, à un moment donné, a sommeillé en nous, me mettait presque enterré. C'est un monsieur qui vient réveiller en nous cette flamme panafricaniste et même nationaliste africaine pour que nous, Africains, nous puissions quand même commencer à assumer nos pseudo-indépendances. Parce qu'on est quand même indépendants, nous dit-on. On est indépendants, donc il faut quand même à un moment donné que nous commençons à assumer nos pseudo-indépendances. Oui. Voilà quand même un monsieur qui démontre aux yeux du monde que nous, Africains, nous pouvons nous assumer. Il n'est pas toujours évident, il n'est pas toujours question de croire que si on veut être président et faire 40 ans au pouvoir, il faut faire allégeance à cette France parasite ou alors aux bandits internationaux. Non. On peut compter sur les Africains. Absolument. Et donner à ces Africains ce qu'ils veulent. Parce qu'en réalité, gouverner, c'est quoi? C'est donner les meilleures conditions de vie à ces populations. Si ce monsieur-là réussit à contenir le Mali jusqu'ici, avec toutes les pressions que nous avons, mettant presque cette France en touche, je crois qu'il fallait le faire. Encore que on ne peut pas de monnaie sans casser les œufs. Voilà quand même monsieur qui a pris le risque de se mettre à dos la France. Vous savez ce que c'est que la France dans cette partie de l'Afrique. C'est pour ça que j'ai dit que tous ces chefs d'État ouest-africains, beaucoup se comportent comme si c'est la France qui décide de qui peut être président en Afrique. Donc du coup, c'est un monsieur qui vient démontrer à ces gens-là que peut-être vous êtes là depuis 20 ans, depuis 30 ans. Moi, je viens d'arriver. Je vous démontre qu'en Afrique, nous pouvons compter sur nous, Africains. Pas sur les autres. Ce n'est pas au 21e siècle qu'il faut encore espérer que des colons, des néocolons viennent décider de qui doit être président, de qui doit prolonger le mandat, de qui doit aller à la retraite. Je crois qu'à un moment donné, il faut que ça finisse. Voilà quand même monsieur qui vient sur le glas du panafricanisme, du nationalisme africain. Il faut l'en féliciter. Moi, je crois que il doit même pouvoir être enseigné dans les universités africaines. Merci. Parce qu'en réalité, on va s'arrêter là. C'est déjà ça, Jacques. Justement, il peut en faire un mois, mais faire plus pour l'Afrique que celui qui a fait 40 ans au pouvoir. La preuve. Je vous demande que Assimi Goïta, pour moi, est plus important que M. Biya qui a mis 40 ans au pouvoir. On ne va pas aller dans ce débat. Ça, c'est mon point de vue. C'est votre point de vue. Justement. Vous êtes Camerounais, je précise. Justement, je suis Camerounais. Merci, Jacques. Je parle de l'Afrique. Merci, Jacques. Je parle pour l'Afrique. Je parle de l'Afrique. C'est ça. Ces comparaisons, on les soumettra à le moment venu au peuple camerounais qui décide et qui fait quoi dans son pays. Voilà, parfait, Baudé. Moi, je me tourne vers vous. Cette victoire aujourd'hui, que beaucoup considèrent comme une victoire, et même un peu sur ce plateau, du président Assimi Goïta sur la Côte d'Ivoire, n'est-elle pas aussi l'échec
de la CEDEAO et de l'Union africaine, qui visiblement ont peiné à sortir les muscles et à faire plier ces jeunes colonels que personne ne connaissait il y a 2 ans, mais qui aujourd'hui a repositionné le Mali dans l'échiquier central en termes de géopolitique, géostratégie, dans la sous-région ouest-africaine. Je voudrais d'abord vous rappeler que Assimi Goïta, lors du renouvellement des accords de la MINUSMA, il s'est opposé à certains, c'est-à-dire que il s'est opposé à certaines dispositions, par exemple la libre circulation dans le territoire malien, une mobilité totale. Il s'est opposé. Il faut avoir des tripes pour pouvoir s'opposer à toute cette organisation internationale. Vous voyez un peu, est-ce que vous savez que seul le cas du territoire, le Mali est un pays vaste. Je ne peux pas donner à mes téléspectateurs, aux populations du Cameroun ce soir, la superficie totale du Maroc parce que je ne me suis pas attardé. Mais je voudrais vous dire que le Mali est un pays très vaste. Mais le Mali n'était administré que sur son quart. Ce n'est que le quart du Mali, donc Bamako et ses environs, qui étaient administrés. Il me souvient à l'époque de Ibeka. Ibeka était même interdit, du haut de ses fonctions de chef de l'État, de se rendre dans certaines villes de son pays. C'est clair. Je voudrais également vous rappeler que Ibeka, vous avez dit c'est 2 ans. Mais 2 ans, en 2 ans, on n'entend plus beaucoup le djihad qui avait fait son nid au Mali. Nous n'entendons plus ni au Niger. Mais qu'est-ce qui se passe? Quelque chose a dû se passer. Et c'est cette chose-là que les médias occidentaux ne nous disent pas. Mais il faudrait bien quand même que nous-mêmes, nous puissions arriver à une certaine conclusion que l'effet Assimi Goïta porte. Excellence, Assimi Goïta, j'ai beaucoup de respect pour vous. C'est ça. Et je voudrais vous dire, continuez. Donc, Stéphane, moi, Assimi Goïta a démontré au peuple africain affidé à l'Occident que il y a encore de la matière et il y a encore des Africains qui croient en une Afrique totalement indépendante. Vous me parlez de l'Union africaine. Moi, je ris. Quand on me parle de l'Union africaine, je ris pourquoi? Parce que je voudrais vous prendre son confrère, si je puis, si vous pouviez me permettre le terme. Oui. L'Union européenne. Mais tout le monde n'est pas membre de l'Union européenne. Pourtant, tous les pays de l'Union européenne, tous les pays de l'Europe ne sont pas membres de l'Union européenne. Pourquoi tous les pays de l'Afrique sont-ils membres de l'Union africaine? Très bonne question. Si vous pouvez me répondre, c'est vrai, c'est vous qui posez les questions, mais je ne les pose pas. Mais je voudrais qu'on illumine un peu, peut-être un panéliste pour m'apporter. Vous avez certainement la réponse, monsieur Bédé. Avançons dans la réflexion. Monsieur Safak a dit qu'il allait nous apporter des lucioles. Oui. Dans notre... Bon, avançons dans la réflexion pour qu'on puisse... moi, je n'y crois pas à l'Union africaine, celle qui est financée par l'Union européenne. Je croirais à une Union africaine qui sera totalement indépendante, qui prendrait ses responsabilités. Maintenant, vous avez parlé de la CEDEAO. La CEDEAO, il y a d'abord eu Macky Sall, qui était le président. Maintenant, je crois que c'est Mbalo, le président bissau-guinéen, qui est maintenant le président. Mais que valent ces gens sur l'échiquier des chefs d'État africains? Dites-moi un peu, que valent ces gens? Je voudrais savoir, parce que vous me parlez des fantoches, des gens qui n'existent là parce que on a voulu qu'ils soient là et ils sont aux ordres. Mais un chef d'État n'est pas aux ordres. C'est le chef d'État qui donne les ordres dans son territoire de commandement qu'on appelle son pays. Alors, si
je suis chef d'État et je reçois les ordres de déstabiliser un autre pays, comme le président Ouattara a reçu l'ordre. Déjà, vous savez que la Côte d'Ivoire, c'est le bois séculier de l'Occident en Afrique de l'Ouest. Je ne vous l'apprends pas, je vous le dis. La Côte d'Ivoire, c'est le bois séculier de l'Afrique de l'Europe. En Afrique de l'Ouest, ce sont eux qui décident, comme on disait quand on était petit, de la pluie ou bien du printemps. Donc, mon ami, mon jeune frère Assimi Goïta, son excellence, a mis fin à cette cérémonie. Merci Roland Parfait Baudé. Je sors avec vous, Patrick Sapak, sur les suites qu'on pourrait désormais attendre de cette saga malienne. Aujourd'hui, Jacques Léon semblait vouloir tout de suite canoniser déjà le colonel Assimi Goïta, mais on connaît justement la fin qui est souvent réservée à ceux-là qui veulent faire bouger les lignes, qui, de par leur posture iconoclaste, veulent souvent apporter certaines dynamiques révolutionnaires. Est-ce que le mouvement, la dynamique justement impulsée par le colonel Assimi Goïta de ce côté-là pourra justement durer sur le long terme? Parce que aujourd'hui, être en déphasage avec presque toutes les capitales ouest-africaines, pire encore avec l'Occident et les États-Unis, c'est tout simplement signer son arrêt de mort, Patrick Sapak. Bien. Assimi Goïta a la protection la plus lourde de toute l'histoire de l'humanité. Vous savez quoi, Marga? Non. Le peuple. Et il n'existe aucune armée suffisamment puissante pour vaincre un peuple déterminé. Vous comprenez très bien? C'est-à-dire que n'avait pas de protection. Qui? Thomas Sankara. Écoutez, Thomas Sankara avait une protection, mais nous sommes sur des périodes et des contextes qui sont différents. Oui. Eh bien, c'est bien d'évoquer Thomas Sankara parce que j'étais en train d'y venir. Pour dire qu'Assimi Goïta est d'abord militaire, comme Thomas Sankara. Oui. Et Thomas Sankara est allé très vite. Il avait la même logique qu'Assimi Goïta, mais il était dans un contexte très difficile. Un contexte où il n'y avait pas la pluralité sur le plan informationnel et communicationnel des sources. Ce qui fait qu'on était bassiné par des médias d'État. C'est-à-dire qu'on avait un seul son de cloche pour comprendre exactement ce qui se passait dans notre sphère, au niveau du continent africain, notamment l'espace francophone. Alors, Assimi Goïta a appris de tout ce qui s'est passé avec Thomas Sankara, avec ce discours du 29 juillet 1987 à Addis Abeba, où il y avait 80% des chefs de canton français déguisés en chefs d'État qui écument encore nos présidences aujourd'hui, qui applaudissaient en se disant par derrière, écoutez, il ne sait pas de quoi il parle celui-là. Justement, 3 mois plus tard, eh bien, ils ont tissé une complicité avec Mitterrand, qui était dans la salle ce jour-là, totalement embêté, justement, par la vérité et la véracité de la sortie de Thomas Sankara, pour l'éliminer le 15 octobre de la même année. Alors, avec la complicité des Africains, parce que la France a prospéré en Afrique par sa démarche, avec sa démarche machiavélique, criminelle, que par la complicité active et engagée des nôtres. Alors, Assimi Goïta s'en est rendu compte et surtout il a appris de ce qui s'est passé. Il a appris également de ce qui s'est passé avec Kadhafi, militaire lui aussi de formation, qui voulait mettre un chantier de la résurrection ou alors de la construction de l'existence africaine. Avec cette histoire de l'afro, la monnaie africaine, le Fonds monétaire africain qui allait être abrité par Yaoundé en termes de siège, la Banque centrale africaine qui a été abritée par Abuja comme siège, la Banque africaine de développement et des investissements qui allait être abritée par Sirte en Libye, pour permettre que l'Afrique puisse respirer et sortir de ce gros cauchemar qu'on appelle le franc CFA pour les États d'Afrique francophone. Alors, Assimi Goïta a appris de tout ce qui s'est passé, toutes les traîtrises, toutes les parjures et tous les pilatismes d'État qui sont produits là. Rappelez-vous que lorsque Assimi Goïta vient de prendre le pouvoir, il y a une cérémonie confessionnelle qui se passe dans une mosquée à Bamako, où lui-même, il va prier, et puis quelqu'un entre avec une arme blanche pour lui ôter la vie, mais il a été d'abord saboté correctement par Assimi Goïta lui-même, avant que la garde rapprochée ne puisse lui redresser le portrait. Vous comprenez? Donc, Assimi Goïta, il est préparé militairement, mais il est physiquement prêt justement pour ce combat, mais aussi il a mis un maillage autour de lui, et sur le plan de la coopération en ce qui concerne l'aspect militaire, sécuritaire militaire, il voit les exploits
de la Russie au niveau de la Centrafrique en termes de protection, parce que les 16 préfectures de la Centrafrique, aujourd'hui, on n'y va pas n'importe comment. La France est dans la position d'un chien battu avec la queue entre les jambes, là-bas, à devoir sortir sur la médisance, le colportage, le commérage, le baladage, parce que ça ne va pas en Centrafrique, Assimi Goïta l'a vu. Donc, sur le plan de cette coopération avec les passerelles intermédiaires, ça ne veut pas dire qu'on va remettre la France, l'Afrique à la Russie, mais c'est une passerelle intermédiaire. Donc, il a aussi créé un maillage qui est en train d'arriver pour le protéger justement de ce que vous êtes en train de redouter. Bon, maintenant sur le plan économique, vous avez deux blocs dans le monde aujourd'hui. C'est-à-dire vous avez le bloc de la révolution internationale, là où nous tous nous inscrivons, dont l'Afrique, la vraie Afrique, s'inscrit à celle des Oumniobé, des Sylvanus Olympio et de tous les autres. Et les autres qui sont au banc justement de la communauté internationale, dont j'indique à la conscience africaine qu'il n'y a que 4 États qui forment ce que vous appelez la communauté internationale. C'est les États-Unis, l'Angleterre, l'Allemagne et la France. Point final. Voilà les 4 qui font la communauté internationale. C'est eux qui pensent avoir la préemption de décider du droit de vie et de mort sur les autres et qui prennent des sanctions bidons, bizarres, illégales et illégitimes, donc sur les autres, parce qu'ils pensent qu'ils doivent gouverner le monde. Donc, la communauté internationale n'existe nulle part. Vous allez beau vous balader dans le monde, vous demandez communauté internationale, c'est où? Ou vous allez prendre un visa pour aller à la communauté internationale, c'est où? Donc, c'est pour ça pour vous dire. C'est pour vous dire que le deuxième bloc, c'est celui donc des brigands, des bandits et des gangsters internationaux. Ceux qui sèment la mort, la désolation, la tristesse un peu partout. Donc, au niveau du bloc, le nôtre, celui de la révolution internationale qui n'entendons pas être dicté par le bout du nez, eh bien, Assimi Goïta a toutes les protections, je viens de vous indiquer, déjà sur le plan de sa formation, sur le plan de sa proximité et sur le plan de son partenariat, sur le plan extérieur. Donc, en ce qui concerne l'aspect sécuritaire militaire. Donc, il n'y a pas à s'inquiéter. Sur le plan économique, si ça ne va pas, les sanctions, la CEDEAO vont faire quoi? La CEDEAO, c'est un gros machin qui a la remorque de l'Union africaine. Et avec tout ce qu'on a indiqué. Dans l'Union africaine, comme je dois répondre à la question du grand frère Baudet, tout ça c'est parti depuis la conférence de Berlin, en 1884, où on a décidé de partager le monde sans l'Afrique. On a décidé que l'Afrique va être tout un ensemble qu'on va contrôler. Et donc c'est consolidé justement dans les accords de Yalta, dans la réunion de Yalta, avec Roosevelt, avec Staline, et puis avec Winston Churchill, qui décide que l'Afrique va rester là, 54 États, 53 à l'époque, avec l'éclatement du Soudan, 54 aujourd'hui, qui doivent être contrôlés dans un bloc qu'on appelle l'Union africaine. Vide dans tous sens, quand on arrive en 60, il faut créer, il y a des nationalistes qui veulent créer quelque chose de sérieux, c'est-à-dire les Kwame Nkrumah, les Sylvanus Olympio, les Sékou Touré, veulent mettre en place un dispositif pour défendre l'intégrité africaine. Nous avons donc la bande des traîtres et les parjurés des conspiratistes qui arrivent, comme on appelle les Houphouët-Boigny et tous les autres, qui veulent rester dans le paternalisme franco-occidental. C'est eux qui viennent dévoyer dans la mise en place de l'OUA, qui devient un machin qui est contrôlé par les bandits internationaux. Et donc, avec le traité de Maastricht qui arrive pour créer l'Union européenne, on va donc calquer ça. Et on dit, bon, on va modifier l'ONU, l'OUA a encadré l'assassinat de Sankara, des assassinats, tout ce qu'on a vu sur la scène africaine. Maintenant, quand on passe à l'Union africaine, c'est toujours vide parce qu'il n'y a pas de contenu et c'est l'Union européenne qui se charge de financer, comme je l'ai dit, à concurrence de 65%. L'Union africaine, donc le patron de la commission de l'Union africaine, c'est le chef d'un secrétariat qui va seulement appliquer des décisions prises par 54 chefs d'État, dont 97% sont à la solde du banditisme international. Merci. Ce sont ces gens dont il faut se débarrasser et Assimi Goïta a montré dans la direction. Il n'y a pas à reculer. Le Mali n'a pas à craindre quoi que ce soit. Et Assimi Goïta, comme on l'a toujours dit, doit toujours rester dans ses souliers et la tête sur ses épaules. Merci Patrick Sapak. Alors, les premières réactions de par l'Afrique nous viennent. Prenons celle-ci, elle nous vient d'Injamena. C'est au Tchad. Bonsoir Stéphane Mbarga. Vous avez dit Barka? Non, c'est Mbarga. Assimi Goïta est un vrai nationaliste. Il a montré à son collègue ivoirien que le Mali est un État souverain, tellement qu'il déteste. Même son discours est tenu en langue malienne, tellement il déteste le français, comme le disait le téléspectateur. Prenons cette autre réaction. Bonsoir les Soulindanais. La seule chose qui manque à Assimi Goïta, c'est le suivi des autres États. Patrick Sapak, dis-leur à travers ta voix qui porte qu'il faut assurer notre émancipation avec la Russie comme allié stratégique. C'est une réalité de la nouvelle géopolitique. J'ai une question au grand frère Sapak. Le président Cabral Libye n'est-il pas un mentor de la France?
être un mentor ou alors un poulain, peut-être. C'est vrai que c'est pas l'endroit pour répondre à ce type de questions. Le président Cabral, il fait ce qu'il peut sur la scène politique camerounaise. Les Camerounais pourront juger par eux-mêmes s'il est un poulain ou pas de la France. Prenons cette autre réaction qui nous vient de par le monde. Bravo, monsieur Mbaga, j'aime votre question, merci. Salut le panel. Selon moi, le chef d'État malien a cédé. C'est vrai, mais avec souveraineté, puisque l'on sait que c'est toute la sous-région ouest-africaine qui reste jusqu'à ce jour comme des départements français. S'est retrouvé obligé d'élever certaines sanctions contre le Mali. Alors, pour moi, la France vient de comprendre que le Mali a désormais un homme d'État à sa tête. Pour moi, le chef d'État malien est à féliciter. Merci à vous, cher Elsie. À Tangana, vous commencez à être véritablement une fidèle de ce programme. Prenons cette autre réaction. Un bonsoir aux différentes personnalités intellectuelles sur le plateau d'Info TV, particulièrement à monsieur Aaron Jacques, mon oncle. Bon, je vais m'arrêter là. Jacques Léon, c'est certainement une connaissance familiale qui vous reconnaît, qui regarde Info TV et qui vous écrit. Prenons une dernière réaction avant que nous ne revenions en plateau. Bonsoir le plateau. Félicitations à ce qui est dit sur Kulinda Africa. J'espère que cette production tiendra parce que justement, trop de vérité tue la vérité. Bon, tant que nous avons l'accord de notre hiérarchie, que le top management d'Info TV nous suit dans la démarche d'émancipation et surtout d'éveil de conscience qui est la nôtre sur ce plateau de Kulinda Africa, nous pensons pouvoir tenir encore. Une fois que cela est dit, mesdames, messieurs, nous allons quitter le Mali et cette victoire du colonel Goïta pour revenir vers des latitudes camerounaises où nous allons parler de cette corruption dont le chef d'État a, semble-t-il, signé son arrêt de mort lors de son allocution à la nation le 31 décembre 2022. Mais avant que nous ne commencions cette aventure camerounaise, nous allons marquer une courte pause et prendre l'instant cru en promettant de revenir tout de suite. Retour sur le plateau de Kulinda Africa, nous poursuivons le devoir qui est le nôtre en termes d'éveil de conscience, en termes de lutte, en termes d'émancipation pour justement cette Afrique que nous voulons prospère, cette Afrique qui brille pour se luire à la lueur du monde. Cette année 2023 que nous souhaitons véritablement prospère. Une fois que je l'ai dit, nous revenons sur le Cameroun et l'allocution principale qui a marqué l'année médiatique, celle du président Paul Biya qui revenait en sibylline sur la lutte contre la corruption dans son pays. Nous allons, avant de revenir en plateau pour les commentaires, prendre un léger extrait qui nous permettra, chers invités, de nous situer véritablement sur les thématiques et sur la vision 2023 du président de la République en ce qui concerne précisément l'enrichissement illicite. Nous revenons tout de suite après. Mes chers compatriotes, avant de conclure, je voudrais appeler votre attention sur des fléaux qui prennent une certaine ampleur dans notre société. Il s'agit de la corruption et de l'incivisme. L'an dernier, dans des circonstances similaires, je vous avais fait part de mon souci de renforcer la gouvernance dans la gestion des affaires publiques et de maîtriser les dépenses de l'État. Je peux vous assurer que ce souci demeure constant et intangible. Aussi, je tiens une fois encore à rappeler que tous ceux qui s'enrichissent illicitement en spoliant l'État, à quelque niveau que ce soit, vont rendre des comptes.
C'était là les mots forts du chef de l'État camerounais Paul Biya qui précisait et revenait, lui-même l'a dit, sur cette thématique, cette question de l'enrichissement illicite et promettait à ceux-là qui prenaient quelques habitudes à jouer avec la fortune publique au Cameroun, Patrick Sapak, que justement il devrait rendre gorge. Cette fois-ci, le ton était ferme et la voix mesurée. Alors il faut dire que le ton a toujours été ferme. Depuis les années 90, où on était en plein dans l'ajustement structurel, à cause de la nébuleuse internationale qui voulait justement que les pays plongent dans cette histoire portée par le Fonds monétaire africain, le Fonds monétaire international, c'est-à-dire que les pays suspendent leurs économies à ce Fonds monétaire international pour le rééquilibrage de la balance des paiements. Eh bien, le chef de l'État, que vous venez de présenter à l'image, a signalé qu'il fallait qu'on lui présente des preuves de ce qui avait détourné. Nous étions là en début des années 90. Partant de cette date où il a demandé des preuves, jusqu'au 31 décembre 2022, ça fait 17 sorties analogues qui sont allées dans ce sens. C'est pour ça que j'adore le synthé et l'éternelle lutte contre la corruption. Alors, vous n'allez pas attendre de quelqu'un qui a fait 17 discours, qui vont dans le même sens, lutter contre la corruption, et que vous avez un indicateur, d'abord, le premier indicateur, c'est que vous avez ce qui se passe dans l'immédiat au niveau du Cameroun, c'est que la dernière élection présidentielle s'est produite en 2018. Ça fait combien d'années? Je n'ai pas très fort en calcul mental aujourd'hui. Ça fait pratiquement 5 ans, je crois. Alors, 5 ans 2018, 2023, 5 ans. 5 ans, Patrick Sapak. 4 moins 3. 5 moins 1. 5 mois, c'est vous qui dites ça. Alors, 5 ans, vous n'avez pas de cabinet de reshuffle, donc même un petit mouvement gouvernemental. Ça veut dire quoi, Stéphane Barga? Ça veut dire simplement qu'on a validé le bilan qui a été fait sur le premier mandat, donc enfin le mandat précédent. Ça veut dire qu'il n'y a pas de corruption. Et donc si on veut dire 5 ans plus tard, après l'élection, parce que c'est l'élection qui est l'occasion pour que le chef d'État se ravise, qu'il revoie la copie et qu'il remette les gaz, qu'il réchauffe les enjeux, et qu'on n'a pas de modification sur le dispositif gouvernemental pendant 5 ans, et qu'on vient de dire, parce qu'il y a un contexte qui est en train d'arriver à grand boulet et à grand fouet, à une vitesse exponentielle, c'est le contexte de fin de règne, qu'on vient d'annoncer qu'on va lutter fermement contre la corruption. Mais écoutez, Stéphane Barga, il faut faire très attention avec tout ça. Alors, c'est pour ça que je dis que ça fait une énième approche, une énième déclaration qui vont rester simplement des pétitions de principe qui vont finir par les tiroirs. Dans les tiroirs parce que il faut qu'on indique, Stéphane Barga, dans ce premier jet, que le leader doit avoir la conscience intelligente que pour mieux cerner sa responsabilité sociale, tout son mérite réside dans la qualité du choix des collaborateurs. Le premier baromètre d'évaluation d'un chef d'État, c'est la qualité du choix des collaborateurs. Le premier, la compétence d'un chef d'État, c'est la qualité, le choix du choix des collaborateurs. Alors, lorsque les collaborateurs travaillent bien, parce que le chef d'État a toutes les informations, tous les éléments qui lui permettent d'être confortés dans le choix des collaborateurs, si les gars travaillent bien, c'est à son crédit. S'ils travaillent mal, c'est lui qui doit assumer. Et je me projette en hexagone pour prendre un petit script. C'est-à-dire qu'Isaac était le ministre du budget en France. Alors, il a demandé aux Français de plier les manches. Restrictions budgétaires à gauche et à droite. Tout le monde et si est conformé. Quelques temps après, on retrouve Cahuzac dans les paradis fiscaux. Alors, ce n'est pas Cahuzac qui est venu expliquer aux Français pourquoi il s'est retrouvé là-bas. Vous savez qui s'est démêlé pour expliquer aux Français pourquoi s'est passé. C'est bien François Hollande qui l'avait choisi. Qui devait expliquer aux Français pourquoi il a choisi un tel bandit qui est venu dire aux Français, voici. Donc, si vous avez donc choisi les prévaricateurs, vous avez choisi des bandits qui confondent la chose publique à la chose privée, parce que on a déjà établi le diagnostic. Je vous ai dit que les 4 corps les plus corrompus de la République du Cameroun, le premier, c'est le tandem douane-impôt. Le deuxième, c'est la justice. Le troisième, c'est les hommes en tenue. Le quatrième, c'est la CONAC en charge de la lutte contre la corruption. Donc, vous voyez très bien les paradoxes. Alors, ça, c'est les personnels publics qui sont là-dedans.
Et pour la plupart, c'est des gens qui sont choisis par le chef de l'État à travers toutes les ramifications de nomination qu'il a. Alors, le premier responsable, justement dans cette rigueur, devient le président de la République. Je refuse de surfer sur les collaborateurs parce que les collaborateurs suivent une indication qui est claire. Et je vous ai donné les manettes de la gestion d'une République. Information, organisation, action, évaluation, contrôle et sanction. Je reprends les 3 derniers. Évaluation, contrôle et sanction. Alors, s'il n'y a pas de sanction, il y a même des gens qui ont reçu des promotions après avoir raconté tout et n'importe quoi. Des gens même qui ont confondu l'argent public à l'argent privé en prenant l'argent public pour aller sécuriser dans leur compte personnel et qui ont été promis juste après. Quelqu'un qui fait une déclaration qui vous dit que ici, 32 gigas égale 400 gigas et passe ministre à ministre d'État. Donc, ça vous dit que c'est la promotion de la paresse, de la fainéantise et tout ce que vous pouvez imaginer. Alors ça, il ne faut pas aller chercher les poux dans les têtes des chauves. Le premier responsable s'appelle le chef de l'État parce que c'est lui qui doit rendre compte du bilan aux populations. Mais désormais, nous sommes donc avec un chef d'État que nous respectons beaucoup, mais il est un corbillard. Il faut le dire, il ne faut plus tirer sur lui parce qu'on va tirer sur un corbillard qui est en train de partir. Donc aujourd'hui, toutes les déclarations doivent avoir seulement l'odeur, il faut que l'opinion le sache. Au Cameroun, toutes les déclarations du chef de l'État aujourd'hui ont l'odeur du contexte que j'ai indiqué en début de propos, c'est-à-dire la fin d'un règne, et il faut que les gens se positionnent, donnent de l'argent à gauche. Le Cameroun est pratiquement en cessation des paiements aujourd'hui. On est en difficulté dans ce pays. Le Fonds monétaire international a déjà dit au Cameroun, vous ne pouvez pas aller à gauche, vous ne pouvez pas aller à droite. On s'est vendu à la Chine, 63% dans la dette globale du Cameroun, en ratio du PIB, qu'on doit à la Chine. On ne peut même pas rembourser la dette. Il faut faire des micmacs pour pouvoir payer 90 milliards chaque mois aux fonctionnaires, parce que c'est ça, la masse salariale, la fonction publique, tous les mois. Et on arrive souvent le 18, il n'y a que 48 milliards dans les caisses. Vous devez asphyxier les populations avec une pression fiscale comme celle que nous vivons aujourd'hui. Vous avez, pendant qu'on vous a pris le mondial du Qatar, derrière les parlementaires ont validé une imbécilité avec l'augmentation sur les vignettes, l'augmentation sur les timbres, les prix, les denrées de première nécessité ont explosé. Donc aujourd'hui, on est même en train de partir vers une rumeur qui a couru depuis hier sur le carburant. Donc il y a tous ces problèmes au niveau du Cameroun aujourd'hui qui sont de l'ordre des individus qui ont été choisis par un individu. Ce n'est pas Patrick Sapak, ce n'est pas encore moi et Baudé ou encore Rono ou même Stéphane Marga qui avons décidé de nommer ces gens qui sont là depuis 5 ans alors qu'on est passé à une présidentielle. Et aujourd'hui, vous voulez aller chercher les poux dans les têtes des chauves en utilisant quelle sorte de mécanisme. C'est le chef de l'État d'abord qui faut mettre la place publique dans ce bilan. Et donc, ce discours, c'est un discours pour les esprits opaques et très mal éclairés. Rien ne peut se passer. Il n'y a pas de fin de la corruption. La corruption ne va s'arrêter qu'avec le départ du chef de l'État à la tête de ce pays. C'est tout. Et ça va dire les choses. Patrick Sapak, vous avez dit les choses telles que vous les pensez. On va prendre une opinion, un avis sur justement aussi cette lutte contre la corruption qui devrait s'accélérer selon les orientations présidentielles. Le chef de l'État faisant le bilan des retours qui lui sont parvenus. Nous n'allons pas revenir ici sur les différents standards qui désormais meublent l'espace médiatico-politique camerounais. Olembe, Covid, Glencore, il y en a à profusion, Jacques Léonce, mais le fait est là, la volonté est là, le discours est là. Mais comment fais-tu finalement pour que l'action soit là? Je réponds tout de suite à votre question. Il manque la volonté politique. Volonté politique de combattre la corruption. C'est ça qu'il manque. Et je crois que le grand frère Sapak a été suffisamment incisif sur la question. Donc, et moi, je le dis toujours, que celui qui est comptable du bilan de l'État du Cameroun, c'est M. Biya. C'est lui qui a reçu le mandat du peuple camerounais. Donc, il peut nommer qui il veut, c'est son problème. Mais la première personne qui est comptable du bilan du Cameroun, c'est M. Biya. Et cette première personne vous parle, le 31. Mais ce n'est qu'une parole de Margamé. Parfois, on peut passer la vie à prononcer des paroles sans que l'action ne suive. Comme c'est le cas. Et effectivement, nous en sommes là. Ah. Je ne sais pas si le 40e discours que ce monsieur nous prononce, où il parle de la corruption. 17 fois, je l'ai dit. Il revient sur les mêmes choses. Encore que vous avez dit que cette fois-ci, il a eu le ton dur. Moi, je pense même qu'il a régressé. Là, il parle de rendre des comptes. Alors qu'au départ, il a parlé de rendre gauche. C'est deux choses. Rendre compte est bien différent de rendre gauche. Absolument.
Alors, on peut rendre compte sans se retrouver à Konangi. Alors que lorsqu'on rend gauche, on doit se retrouver à Konangi. Donc, vous voyez que là, il a une volonté de régresser. C'est qu'il dit à ces gens, allez-y, vous faites du bon travail. Non, c'est parce que le chef de l'État, Jacques Léonce. Je fais l'analyse de ce discours. On a pas suivi le discours. Le chef de l'État, Stéphane, je fais l'analyse sémiotique de ces discours. Effectivement. C'est un monsieur qui a commencé à vous dire, vous allez rendre gauche. C'est bien différent de rendre compte. Là, il parle de vous allez rendre compte. Ça veut dire qu'il a régressé. Il nous dit que bon, vous allez quand même rendre compte. Vous n'êtes pas obligé de rendre gauche. Voilà ce qu'il nous dit en 2023. Donc, c'est un monsieur qui régresse plutôt. Et c'est pour ça que je dis souvent que ce qui manque, c'est la volonté de combattre la corruption. Vous avez toutes ces institutions qu'il a mis sur pied là. Tout ça ne peut pas lutter contre la corruption. Ils savent bien ce qu'il faut faire. Donc, nos lois sont claires, Stéphane. Si vraiment il y a de la volonté politique de mettre fin à la corruption, la première chose à faire, c'est l'application de l'article 66 de la Constitution. C'est tout. Et c'est lui qui doit le faire. Hein? C'est lui qui doit le faire parce qu'il manque un décret d'application qui doit être pris par ce monsieur. Vous estimez donc qu'il est dû sur quoi? Nous ne commentons que là des paroles. C'est des paroles politiciennes. C'est un monsieur qui doit prendre un décret d'application sur l'application de l'article 66. Ça commence par là. Ouais. Lorsqu'il aura fait ça, après, il faudra poursuivre par l'appellation de l'infraction de l'enrichissement illicite parce que à l'état actuel de notre code pénal, ce n'est pas une infraction. Vous nous faites une lecture juridique, je vous en remercie, c'est pour ça que vous êtes là. Mais nous avons aussi quelques biscuits qu'on pourrait ainsi présenter à la face du monde. Nous avons quand même, excusez du peu pour ceux qui nous regarderaient du côté de Washington, de Ouagadougou, pratiquement tout un gouvernement en prison. Il n'y a qu'au Cameroun qu'on peut nommer des premiers ministres en prison, des secrétaires généraux en prison, des ministres d'État en prison. Ça veut dire quand même qu'à un moment, et de façon plus ou moins constante, on peut vous l'accorder, la corruption a fait, la lutte contre l'enrichissement illicite et la corruption a fait partie de l'ADN du système BIA. Je ne suis pas beaucoup d'accord. Je ne peux pas concevoir ça comme ça. Oui. Mais ce que je veux dire, c'est que oui, il peut y avoir tout un gouvernement à Konangi. Mais sauf que, Stéphane, ce n'est pas ça qui demande la volonté politique de vouloir combattre la corruption. Encore que, je dis souvent que lorsqu'on veut gouverner, tu me reposes la même question. On prend en compte la capacité à satisfaire aux besoins vitaux des populations. Mais lorsqu'on veut régner, on ne prend en compte que son pouvoir politique, la préservation de son pouvoir politique. Ce monsieur veut régner. C'est pour ça qu'il ne se concentre que sur la préservation de son pouvoir politique. Point final. Tous ceux qui sont en prison là, c'est ceux qui ont voulu jeter un regard sur son pouvoir politique. Stéphane, vous savez que actuellement dans ce gouvernement là, il y a des noms qui circulent. Que ces gens-là ont fait de l'argent public leur propre argent à coups de milliards. Nous parlons là d'un stade qui n'est jamais fini. Et donc, des noms circulent, personne ne fait rien. Parfois, ces gens sont promis, comme on l'a dit ici. Vous estimez donc que ces gens-là sont plus honnêtes que ceux qui sont actuellement en prison? Il me semble que non. Jamais. Il me semble aussi que la justice, se prononce, Jacques Léonce, vous êtes juriste. Non, justement. La justice se prononce. On parlait tantôt du cas du Mali, où M. Assimi Goïta a permis aussi de faire son travail. Ouais. Est-ce que dans ce pays, on donne l'opportunité à la justice de faire son travail? Il y a des gens parfois qui sont convoqués qui refusent de partir, qui refusent de faire une convocation de la justice. Moi, je suis pas ici pour citer le nom, mais vous savez qu'il y a des gens dans ce pays qui ont refusé de faire une convocation de la justice. Ça veut dire que on ne permet pas la suite de faire son travail. Donc, Stéphane, ce que je continue de dire que ce qui manque à notre papy, c'est la volonté de combattre la corruption. Il n'a pas cette volonté. La seule volonté qu'il a, c'est de régner. Il n'a plus la volonté de gouverner. Il veut régner. C'est-à-dire préserver au maximum son pouvoir politique. Donc, venez encore commenter un discours en 2023 de Biya qui dit que vraiment, c'est du réchauffé. Vraiment, nous n'en voulons plus. Voilà que moi j'aurais peut-être voulu même que on essaie de voir pourquoi est-ce que ce monsieur n'a pas parlé
de la mise en application de cette loi de finances suicidaire 2023, Mbarga. Est-ce que les Camerounais vont tenir? Est-ce qu'ils vont tenir? Je crois que c'est le plus important. Est-ce que les Camerounais vont tenir? On a eu la Covid-Gate, on a eu la Can-Gate, on a eu Glencore-Gate. Tout ça, vous savez qui paie la note? C'est le pauvre Camerounais qui paie la note. Aujourd'hui, le thème fiscal à 1500, c'est le pauvre Camerounais qui paie la note. Pendant que ces gens s'en mettent plein les postes avec l'argent public, c'est le peuple camerounais qui paie la note. Alors, c'est pour ça que je dis que tous ces gens que M. Biyanom ne m'intéresse pas. La personne qui m'intéresse parce que c'est lui le comptable de ce bilan, c'est M. Biya. Merci, Jacques-Léon Saono. Roland Parfait et Baudet. Alors, la saga continue. Ça pourrait être le titre d'un film, mais c'est pas un roman. C'est le roman de l'histoire du Cameroun face à cette véritable hydre qu'est la corruption. On ne sait plus combien de têtes il faut couper pour que l'on ait l'impression justement que le Cameroun va vers la bonne régulation, vers l'orthodoxie en termes de gestion. C'est le président, le 31, qui revient. Beaucoup pensent que pour une énième fois, mais on sait aussi que la meilleure des écoles, c'est la répétition, qui revient et rappelle les fondements et l'orientation, la vision qui est la sienne en termes de lutte contre l'enrichissement illicite. Roland Parfait, Baudet, cette fois-ci, les dés semblent jetés pour ceux-là qui s'amusent avec la fortune publique. Je suis un peu fatigué. C'est-à-dire quoi? Nous entendons de vous des réactions et des analyses. Vous ne pouvez pas être fatigué lorsqu'on parle du Cameroun. C'est dans l'analyse. Et je ne dois plus beaucoup. C'est pourquoi je suis fatigué. Pourquoi vous n'y croyez plus? Parce que en 1982, lorsque le chef de l'État arrive fraîchement au pouvoir, vous voyez tout ça, c'est les termes qui changent. Nous avions rigueur et moralisation. Rigueur et moralisation n'a attrapé qu'un seul Camerounais, qui était à l'époque le plus riche du Cameroun. Tebela. On n'en a plus parlé. C'est terminé, on n'a pas fait de bilan, rien, on n'a plus dit, ce n'est même plus venu dans aucun discours, c'est fini. Et puis, dans la fin des années 80, le chef de l'État avait dit, est-ce que vous avez des preuves? Et je crois que cette expression a développé d'une manière exponentielle la prévarication. Est-ce que cette interrogation présidentielle n'avait pas lieu d'être? Il ne suffit pas de dénoncer. Il faut quand même que la justice puisse prouver la culpabilité de celui qu'on accuse ou qu'on soupçonne. Laissez-moi, je suis dans mon déroulé. Allez-y. Dans mon déroulé narratif. Et dans la fin des années 90, dans la fin des années 80, le chef de l'État s'était interrogé sur les preuves matérielles. Et je crois que cette interrogation a créé un boom dans la prévarication du bien public. Et dans les années 97-98, je crois, c'est le rouleau compresseur. Et le rouleau compresseur a eu pour mérite d'attraper deux personnes. Le directeur du FECOM, le directeur général du FECOM, M. Ndondor, et le ministre des PET, Moutchipou Seydou, paix à son âme. Oui. Et je ne sais par quelle alchimie le rouleau compresseur est devenu opération épervier. Je vais expliquer. Et l'opération épervier a eu pour bonheur de démanteler le G11. Parce que vous allez parler d'un gouvernement en prison, mais je pense de plus en plus que ce gouvernement en prison... Non, le ministre Edouard aussi avait aussi... On n'a pas fait la liste, ils sont nombreux. Oui, je parle de rouleau compresseur. Ne restons pas dans la liste parce que justement, ils sont nombreux à être en prison. Je vous ai dit tantôt que je ne sais pas comment, par quelle alchimie,
où, coup de baguette magique, le rouleau compresseur est devenu opération épervier. Et l'opération épervier a eu pour mérite et bonheur de démanteler le G11. Et le G11, en prison, nous avons donc continué dans tous nos discours à la nation en fin d'année de marteler en changeant juste un peu. Donc on est parti de rigueur et moralisation. Nous sommes arrivés au rouleau compresseur opération épervier, On a parlé de rang de gorge et maintenant on a un rang de compte. Le 31 dernier, on a parlé de corruption et civisme. Ouais, c'était qu'un jeu de chaises, un jeu de notes musicales, sans véritablement une action réelle. Vous savez, nous sommes les militants de l'Union des populations du Cameroun. Et nos pères, les pères fondateurs, parce que vous savez au moins que sociologiquement, chaque famille camerounaise a en son sein au moins un sympathisant de l'Union. Monsieur Boudé, vous n'êtes pas en campagne. Je suis pas en campagne. Je suis en train de vous dire. Nous sommes sur il y a des gens qui ont donné de leur vie. Oui, le rapport avec la corruption. Le rapport, oui, c'est que les gens ont donné de leur vie pour relever le standard de vie des populations du Cameroun. Mais au jour d'aujourd'hui, ces populations vivent plus que... Même les animaux de la brousse ne vivent pas comme ça. Même les animaux de la brousse ne vivent pas comme ça. Parce qu'un animal ne cultive pas, un animal ne lève pas, un animal ne cueille pas, ne pêche pas. Il vit comme ça. Quand il voit un gibier, il attrape. Merci. Merci, on va pas faire de vous allez permettre qu'on prenne un autre son de cloche, le temps que... Non, on revient vers vous parce que justement, le temps va commencer à nous manquer. Vous m'avez interrompu. Non, je vous promets de revenir vers vous. Je vous promets de revenir vers vous. Alors, Patrick Sapap, je voudrais qu'on lève tout de suite et rapidement l'équivoque. Ceux qui sont en prison aujourd'hui, n'ont-ils pas fauté avec les deniers camerounais? Est-ce que le gouvernement G11, je fais nier les propos de M. Eboudé, n'a-t-il pas eu quelque légèreté avec la fortune publique, au-delà des soupçons politiques qui peuvent avoir été émis par certains d'entre eux, mais du fait de la loi, ne sont-ils pas coupables d'avoir pioché dans les caisses de l'État? C'est la première réflexion que je vous propose. Alors, ce qu'il faut dire, Stéphane Barga, c'est qu'il est techniquement impossible de travailler avec le système BIA sans voler. Je reprends. Techniquement impossible de travailler sur le système BIA sans voler. Parce que la technostructure qui est mise en place, elle est permissible du vol et des détournements. Première chose. La deuxième chose, les emprisonnements sont ciblés. Je rappelle que le président de la République, et c'est Awano qui essaie d'esquisser ça, son problème principal, c'est son pouvoir. Deux, il y a l'autre segment de la population qui est la masse, qui est peut-être aux esprits opaques et très mal éclairés, qui ne voit pas la grosse masse. Là-bas, on a un instrument, c'est le football. Laissons d'abord le football. Revenons sur les prisonniers. Pour dire que ce pouvoir-là, lorsqu'il était en train de citer des personnalités, c'est-à-dire l'ancien secrétaire général de la présidence de la République qui a été incarcéré, ou encore son collaborateur qui l'avait suivi dans cette affaire-là, c'est bien parce qu'il a été dans la logique de prendre le pouvoir. Dans l'élection de 1997. C'est pour ça que c'était le médecin personnel du chef de l'État. Bien. On arrive donc avec cette fameuse opération épervier. Il faut que la conscience camerounaise le sache très clairement. Pour qu'on ne soit pas dans le quiproquo. Donc, lorsque le Cameroun attend le point de décision en 2000, le point de décision, c'est le point qui est préparé par le Fonds monétaire international pour se mettre dans la voie de l'atteinte du point d'achèvement de l'initiative du même nom. Alors, le Cameroun attend le point de décision en 2000. L'indication, c'est sécurisation des recettes, amélioration de la qualité de la dépense publique. C'est clair, ça c'est le principe. Mais c'est parce que justement, dans cette histoire-là, il s'est désiré d'acheter un avion, des choses comme ça. Mais en 2003, puisque c'était un plan triennal, nous n'atteignons pas le point d'achèvement. Le Fonds monétaire international était embêté. Alors,
Les États-Unis font semblant de chercher les sources de financement du réseau terroriste Al-Qaïda. Ils tombent sur les comptes individuels des Camerounais à l'extérieur. 60 milliards, 25 milliards, 50 milliards. Les gars disent, Jesus motherfucking Christ. Voici même un pays qui est incapable d'atteindre le point d'achèvement. C'est pour ça qu'en 2003, fin 2003, est envoyé à Yaoundé un ambassadeur américain qu'on appelait Nilis McWatt. Il ressemblait à nos frères albinos, étant blanc. La mission, c'est de venir s'asseoir derrière Dia pour qu'il arrête ses prévaricateurs. Tout ce monde. Alors, comment faire pour arrêter tout le monde, puisqu'on sait que tout le monde a volé, hein, et que tout le monde avait l'indication de voler, mais ne pas parler de mon pouvoir. Alors, on regarde ceux qui vont s'aménager justement la logique du pouvoir, et comme Ebodé disait, on a une nébuleuse qui se forme, le G11, on dit, bon, tiens, eux, là, comme c'est mon pouvoir qu'ils sont en train de chercher, eh bien, cette opération est perverse. Ce n'est pas une histoire qui est sortie de la tête du chef de l'État. Il faut que ce soit bien clair pour tout le monde. Donc, c'est une pression qui arrive de Nilis McWatt, répercutant ainsi les orientations des États-Unis. Et l'uniforme monétaire international par rapport aux conséquences. Alors, on commence donc le ciblage. Donc, quand on cible, il y a donc tout ce gouvernement qui rentre en prison avec des motifs fallacieux. Je reste avec vous. Oui. Nous faisons une émission hyper sensible. Bien sûr. Alors, je voudrais Je ne fais que les émissions sensibles. que vous nous précisiez, Oui. lorsque l'on regarde, est-ce que toutes ces personnes avaient pour ambition le pouvoir? Parce que nous avons le ministre Olangena, il n'a jamais été candidat à quelque chose. Nous avons le ministre Atanamobara, nous avons le ministre Enoni, on peut acheter l'appel, qui n'ont jamais de façon officielle déclaré une quelconque envie de conquérir ce pouvoir tant convoité au Cameroun. Est-ce qu'ils avaient... Où sont les preuves? Là encore, est-ce que vous avez la preuve que ceux-là ont décidé d'en découdre avec le pouvoir du président Biya? Écoutez, Stéphane Barga, le système de renseignement du Cameroun est réseauté. Pendant que vous et moi sommes sur le plateau, il y a certainement un des panélistes qui est un agent des services de renseignement qui apprend que Patrick Sapakedi qui sera chef d'État. Dans peut-être le débriefing de cette émission. Vous comprenez? Et ça passe, on envoie. Les gens prennent, on regarde, est-ce que c'est elle? Puisque je vous ai dit la dernière fois que le départ de Paul Biya est un sujet tabou en journée pour ses collaborateurs, mais c'est le plat préféré en privé, hein, le soir, où ils disent ce vieillard doit foutre la paix, et donc eux ils ont ces cordes-là. Et c'est pas ça qui nous intéresse, puisque derrière, s'il fallait donc arrêter tout le monde sur cette opération épervée qui devait être sincère, on aurait mis tout le monde en prison. En commençant par le chef de l'État, puisqu'on parle de l'article 66, qui doit appliquer ça en premier? C'est le chef de l'État. Cet article qui a fin d'un décret d'application. Pourquoi cela ne se fait pas? Alors, donc ces gars s'en vont, je vous donne juste deux motifs. Le motif, par exemple, l'ancien secrétaire général de la présidence de la République, Marafa Amidou Yaya, vous le connaissez? Complicité intellectuelle. Ça, le détournement, c'est quoi là-dedans? Donc, les motifs fallacieux comme ça pour trouver un justificatif pour mettre des gens de côté, ceux qui sont dans la logique de guetter le pouvoir. Alors, c'est pour ça que lorsqu'on atteint le point d'achèvement, aidé en cela par le Fonds monétaire international, encore lui-même en 2006, eh bien, au lieu de se mettre au travail, on réfléchit à la candidature de 2011 qui devait sceller. 2011 devait être la fin de 7 ans renouvelables une fois. Et il réfléchit donc comment ensevelir le verrou sur l'organisation constitutionnelle des mandats en 2008, donc enlever le 6-2 qui disait 7 ans renouvelables une fois pour devenir 7 ans renouvelables point. Alors, donc dans ce mécanisme-là, tous savent que c'est ouvert pour la corruption. Alors, quand on se retrouve donc en 2011, il est venu mandat de trop, 2018, un autre mandat de trop, et donc tous ces gens disent, bon, ok, on va rester avec lui, parce que ça nous permet de voler à gauche et à droite et tout, et puisqu'il n'y a pas de système de contrôle. Alors, comme il n'y a pas de système de contrôle, on fait comment? Mais comme eux, ils disaient, le mandat du peuple camerounais, ce n'est pas posé sur un ministre. Le ministre a un mandat répercuté par le choix qui lui a fait par le chef de l'État. Mais c'est le chef de l'État qui reçoit le mandat du peuple et qui est comptable du bilan de ce que le peuple, le compte rendu. Il ne s'agit pas de rendre compte, rendre gorge et machin. Et il faut travailler pour que le peuple ne vienne pas prendre des gens pour mettre en prison. Il faut travailler pour que les ressources du pays servent au pays. Mais il n'y a qu'un seul acteur. Merci. De cette, on va retenir cela et poursuivre cette aventure odyssée contre la lutte contre la corruption vendredi prochain lorsque ce sera 21h. Monsieur Boudé, je ne voudrais pas que vous pensiez que l'UPC a été muselé sur ce plateau. Je vous donne une minute.
véritablement, je m'en excuse auprès de la réalisation pour que vous donniez la position officielle de l'UPC sur cette lutte contre la corruption. En une minute, s'il vous plaît. La réalisation me fait des grands signes. Stéphane Barga, je voudrais tout simplement dire que les lignes 64, 65 et 97, je crois. 94, merci. Ont été mises en place pour contribuer à l'élévation du standard de vie des populations du Cameroun. Mais ces lignes se sont vues détournées, pas hier, pas avant-hier, pas un an, pas 2 ans. Je peux parler d'une décennie ou bien merci, merci monsieur Boudet. Vraiment. Comment donc, c'est un matin qu'on se réveille, on dit il faut que nous luttions contre les prévaricateurs de la fortune. Je vais vous promettre de rester avec vous. Certainement, vendredi prochain, Jacques Léonce. Malheureusement, vous ne pouvez dire que bon, au revoir à un téléspectateur en vous promettant certainement que vendredi prochain, vous pourrez encore, peut-être, si vous en avez convenance, être présent parmi nous. Jacques Léonce, bonne soirée et merci. Merci pour cette invitation, pour cette première. Et je reviendrai vendredi. Merci. Mesdames, Messieurs, voilà ce qu'on pouvait dire. Vous avez compris en introduction de cette aventure qui va nous mener dans les travées de cette lutte contre l'enrichissement illicite vendredi prochain lorsqu'il sera 21h. Vous savez que nous avons le verbe cru et certainement ce vendredi, des déclarations et des révélations seront faites. Bien le bonsoir.